Bien, bonjour à toutes et tous. En ce mercredi 20 décembre, il est 9 heures. Vous êtes ici en salle des réunions de l'Hôtel de Ville. Vous nous suivez peut-être sur Facebook en direct ou bien en différé pour cette séance de conseil municipal. Donc on va reprendre là où on en était resté jeudi dernier, le 14 décembre, suite au départ de conseillers municipaux d'opposition et de démission, et pour reprendre l'ordre du jour commencé la dernière fois. Donc je vais avant toute chose demander à Mme Charlet de procéder à l'appel. Monsieur Desmond. Présent. Charlie Justine présente. Monsieur Moreau. Présent. Madame Frasca. Monsieur Dogimon a donné pouvoir à Monsieur Moreau. Madame Margonelli a donné pouvoir à Madame Frasca. Monsieur Ferenc. Présent. Madame Caron. Présent. Monsieur Himmer. Madame Dehain. Monsieur Gambier a donné pouvoir à Monsieur Ferenc. Madame Tabé a donné pouvoir à Madame Dehain. Et Madame Humbarniac a donné pouvoir à Madame Charlet. Monsieur Di Sassini. Et Monsieur Caleras. Alors, Madame Berowski, elle est absente sans pouvoir. Monsieur Dufour a donné pouvoir à Madame Caron et Madame Falcon-Prestilia a donné pouvoir à Monsieur Himmer. Voilà. Très bien. Donc nous avons l'installation temporaire de ces trois personnes évoquées à la fin qui ne sont pas physiquement présentes dans cette salle. Je profite donc de ce point pour vous proposer que Madame Charlet, qui vient de prendre la parole, puisse être secrétaire de cette séance. S'il n'y a pas d'opposition, c'est bon. Je vais prendre ma place. Je vous propose aussi de rajouter un point que vous avez sur table, qu'on évoquera tout à l'heure, sur le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement du Centre social Henri Martel. Je vous expliquerai ça tout à l'heure, si vous êtes d'accord, qu'on puisse ajouter le point à l'ordre du jour. Pas d'objection? Donc on le verra tout à l'heure. J'en profite pour avoir un petit mot pour Frédéric Dogimon, qui a perdu sa maman cette nuit, et donc nous présentons nos condoléances et avons une pensée pour lui. Le premier point à voir aujourd'hui, c'est le procès-verbal de la séance du conseil municipal du 30 octobre. Donc vous l'avez eu dans vos dossiers. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur ce PV? Pas de remarques, non. Donc on va passer au vote. Qui est contre ce PV? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc il est adopté à l'unanimité. Ensuite, le PV du 4 novembre. Est-ce que vous avez des remarques par rapport à ce PV? Pas de remarques. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, il est adopté à l'unanimité également. Il y avait quelques questions qui avaient été posées à la fin de ce conseil, qui seront évoquées, dont les réponses seront évoquées à la fin de cette session. Nous avons ensuite un point sur l'adhésion au service énergie collectivité du SCOT. Donc, c'est un service qui est rendu aux collectivités, qui leur permet d'avoir des conseils en termes énergétiques notamment. Enfin, les différents services rendus sont à l'écran, c'est habituel, nous y souscrivons depuis quelque temps. Et là, c'est une délibération d'intention pour permettre de savoir quelles sont les communes qui seraient participantes pour qu'ensuite le SCOT puisse avoir une offre tarifaire plus précise. Donc il est rappelé qu'auparavant, on était à 1,40 € par habitant. Alors, du fait de ce changement de date, le SCOT aurait pu délibérer là-dessus lundi dernier, mais n'ayant eu eux-mêmes pas le quorum, ils n'ont pas délibéré. Donc on ne sait pas aujourd'hui quel tarif, mais en tout cas, on a bien l'intention d'adhérer à ce service. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques ou des compléments d'information à apporter? Non. Donc on va passer au vote sur cette intention d'adhésion au service énergie collectivité du SCOT. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors, je vais laisser la parole pour un point sur le photovoltaïque à Monsieur Ferenc. Bonjour à toutes et tous. Voilà, donc sur ce sujet-là, si tu étais là, il suffit en fait, ça concerne l'identification de cette zone d'accélération des énergies renouvelables. Le but, en fait, est issu de la loi APER, qui est en fait l'accélération justement pour la production d'énergie renouvelable dans notre pays.
Nous sommes sur un territoire qui sommes un peu en retrait sur le sujet. Et le but, justement, c'est qu'au travers de cette loi-là, qui a fait le nécessaire pour identifier les zones et pour faciliter en fait l'implantation de cette loi, pour justement permettre l'implantation et la facilitation d'implantation justement d'énergie renouvelable. Voilà. Donc il y a une zone qui avait été identifiée auparavant, qui concerne en fait notre zone d'implantation des panneaux photovoltaïques du côté de Notre-Dame. Voilà, donc Monsieur Ferenz a tout expliqué. Simplement, nos projets étaient tellement déjà avancés sur le photovoltaïque sur la commune qu'a priori, ça ne changera pas grand-chose, mais ça permet de les inscrire dans ce dispositif qui pourrait accélérer les choses. Mais les choses sont bien en route sur l'arrivée de 2 centrales photovoltaïques en 2025-2026, dont une sur un terrain communal. Donc il y a eu une enquête publique qui a été faite et donc les habitants pouvaient consulter et puis venir adresser des choses au service urbanisme et donc il n'y a pas eu de remarques. Il n'y a pas eu de remarques sur le sujet, je confirme. Donc qui est contre l'identification de ces zones d'accélération des énergies renouvelables? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Donc je vais enchaîner, on reste sur le photovoltaïque sur une partie complémentaire. Donc c'est la délibération numéro 5 sur un avenant au projet de promesse de bail. Donc on a déjà eu des avenants avec EDF Renouvelable sur le sujet, donc j'en parlais à l'instant. Il y a donc un projet sur un terrain communal qui permettra des rentrées significatives financières pour la commune. Donc c'est à la fois un projet écologique et à la fois un projet aussi économique pour la commune, dans une zone qui ne permet d'accueillir rien d'autre de toute façon du fait du périmètre Céveso. Et donc, puisque le projet, la convention a été signée, d'origine, de convention de bail a été signée il y a un petit moment, EDF nous propose de signer un avenant pour nous indemniser à hauteur de 6 500 € pour l'immobilisation du terrain qui est effectuée depuis quelques temps. Donc on va évidemment pas refuser, il me semble, une rentrée financière en attendant que le projet finisse de se développer. Le permis de construire a été instruit et validé. Donc maintenant, on est sur d'autres étapes qui vont se dérouler en 2025, encore une fois, pour une arrivée au courant 2026. Donc, qui est contre la signature de cet avenant? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, nous avons ensuite un point, comme il en arrive régulièrement, de rétrocession de voirie. Donc là, on est dans le cas de Maisons et Cités sur la résidence Pont-Aven à Notre-Dame, où des travaux assez importants avaient été faits pour implanter cette résidence. Et comme il se doit, quelques temps après, en fait, le bailleur qui a fait les travaux rétrocède la partie voirie à la commune. Donc vous aviez eu dans votre dossier un plan qui montre les parcelles. Donc c'est les 2 parcelles à l'entrée de cette résidence, la voirie elle-même qui va être rétrocédée. Et donc, sur les 2 parcelles à l'entrée, en plus, Maisons et Cités sont engagées sur la parcelle de droite à faire un petit aménagement pour faire un peu de stationnement et puis une zone paysagère, ombragée, qui permettra aussi d'en faire un petit lieu sympathique à l'entrée de cette résidence. Voilà, donc c'est à l'euro symbolique, et puis le plan des parcelles, alors, on ne l'a pas forcément à l'écran, mais il était dans les dossiers, le conseil municipaux ont eu tout cela. Donc je propose de passer au vote, je ne pense pas qu'il y ait de questions là-dessus. Il y aura simplement une précision, il y aura quelque chose de similaire sur le clos des œillets, où on essaye aussi d'avoir la meilleure négociation possible avec Maisons et Cités pour que les aménagements extérieurs au moment de la rétrocession soit plus intéressant à entretenir pour nos services espaces verts et puis pour les habitants en termes de circulation et bien sûr pour préserver une partie espaces verts et protéger la nature. Voilà, donc qui est contre cette rétrocession de voirie? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors ensuite, on a une petite délibération de principe également sur la demande de subvention auprès du conseil départemental pour le feu régulé, qui a déjà été posé par anticipation devant l'école Gambetta, qui fonctionne assez bien.
pour lequel d'ailleurs il va y avoir d'autres dispositifs, travailler en concertation avec les directeurs des deux écoles, les enseignants, les parents d'élèves. Et donc ce feu est une chose assez visible. Et donc le coût de l'opération est de 20 927 €, pardon. Et donc on demande sur le titre des amendes de police au département de participer sur le financement de ce dispositif. C'est un peu la même chose qui est utilisée sur les plateaux. Il y a le plateau rue Ferry qui a été posé il y a très peu de temps, qui est financé à la fois par la ville de Douai, parce qu'on a fait un plateau rue Lucien Moreau il y a quelques temps, payé par Douai. Celui-ci, c'est Oisier qui le paye, mais on est à chaque fois sur les communes limitrophes. Et par contre, le département, puisqu'on est sur une route départementale, en paye une partie importante. Donc, qui est contre cette demande de subvention? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Alors, ouverture dominicale sur l'année 2024. Donc, bon, vous avez le projet de délibération qui est à l'écran. Simplement, peut-être revenir là-dessus que, en fait, on avait reçu deux délibérations, enfin deux demandes, pardon, de magasins. Donc je ne veux pas forcément les citer, qui souhaitaient ouvrir le dimanche et qui avaient besoin de l'autorisation de la municipalité parce qu'ils souhaitaient plus que 5 dimanches. Et en fait, il s'avère qu'un des deux nous a écrit, mais il n'avait pas besoin puisqu'il a déjà la dérogation, il peut ouvrir déjà tous les dimanches matins. Les autres magasins, en fait, il y a déjà beaucoup d'autres magasins sur la commune, y compris dans la zone du bas-terroir, qui ont le droit, parce que, voilà, sans les citer, tout le monde va les reconnaître, mais ils vendent du bricolage, ils vendent de l'ameublement, et donc ils n'ont pas besoin d'autorisation municipale ou de l'agglo pour le faire. Donc au final, il restait deux magasins. Un magasin qui n'est pas dans la zone du bas-terroir, qui n'avait pas de demande particulière, mais qui s'adaptera en fonction de ce qui est posé, et un autre qui est dans la zone du bas-terroir et qui finalement souffre un petit peu du fait que ses collègues, les magasins autour, soient ouverts les dimanches et que lui ne puisse pas ouvrir. Donc on a reçu il y a quelques jours la direction du magasin et à la fois le représentant du personnel du magasin, et on a pu voir que c'était ça tombait sous le sens qu'il fallait pouvoir leur accorder ce qu'ils demandaient, c'est-à-dire les 10 dimanches. Donc finalement, je vous propose aujourd'hui de proposer les 10 dimanches d'ouverture. Donc je vais vous retrouver les dates qui sont dans un dossier ici, pour que ce soit acté au PV et qu'on puisse se changer la délibération. Voilà, donc ce sera le dimanche 14 janvier 2024, donc pour les soldes, le dimanche 30 juin 2024 également pour les soldes, le dimanche 3 septembre 2024, bon, c'est toujours en 2024, donc le dimanche 17 novembre, le 24 novembre, le 1er décembre, le 8 décembre, le 15 décembre, le 22 décembre et le 29 décembre. Voilà. Et j'invite toutes les personnes qui auraient un commentaire à faire là-dessus, à aller discuter avec le personnel de ce magasin et la directrice. Et puis, vous verrez qu'en plus des arguments, alors je ne vais pas vous résumer tout ça, il y a eu des échanges assez nombreux, mais un argument qui est important également, c'est que ça permet aussi aux gens qui pourraient prendre l'habitude, du coup, ces dimanches-là, d'aller dans un autre territoire qui ne sera pas dans le Douaisis, de ne plus venir dans ce magasin. Et donc, au final, c'est le Douaisis qui est perdant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui souhaite ajouter quelque chose sur l'argumentaire, puisqu'on a pu avoir tous ces échanges? Non. Donc on va passer au vote là-dessus. Donc sur l'ouverture les dimanches, donc Douaisis Agglo se réunit demain soir. Je compte sur Mme Charlet, notre élue à l'agglo, j'allais dire la seule qui reste dans cette période particulière, de faire passer le message sur ces 10 dimanches avec la liste que je viens d'évoquer. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors je vais passer la parole justement à Mme Charlet sur une délibération ressources humaines. Alors ça concerne les ressources humaines. C'est un recrutement, un agent contractuel pour un besoin d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2024. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? On peut passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté à l'unanimité. Merci. Alors, je continue dans les ressources humaines.
Là, c'est pour l'espace culturel. Et là, c'est pareil, on a besoin d'une personne supplémentaire, donc un renfort temporaire à l'espace culturel du 2 janvier 2024 au 31 décembre 2024. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, adopté à l'unanimité également. Également un recrutement pour le pôle affaires scolaires et jeunesse pour la période du 2 janvier 2024 au 30 juin et qui peut également aussi un renfort avec le centre La Source Bleue pour accompagner les classes découvertes. Pas de remarques ou de compléments. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est adopté à l'unanimité. On continue pour recrutement de 15 agents contractuels pour la période du 2. Alors là, c'est pour le nettoyage des bâtiments communaux, le service restauration scolaire et l'aide maternelle. Donc là, la période, c'est du 2 janvier 2024 au 30 juin 2024. Il y avait une petite anomalie par la suite, puisqu'on marque allant du 2 janvier 2024 au 31 mars. Il était prévu de laisser au 31 mars, mais on est en train d'étudier une autre refonte du système. Voilà le pourquoi. Voilà, donc sur le dernier paragraphe au milieu de la page, c'est bien jusqu'au 30 juin 2024 et pas au 31 mars comme indiqué. Donc on corrigera avant de publier la délibération. Donc on passe au vote là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors, là, je remplace Monsieur Dogimon. Ça concerne les créations pour les classes découvertes. Donc, on a plusieurs postes, 4 postes d'animateurs, 2 postes d'assistants sanitaires et 15 postes d'agents contractuels à temps complet. Pour les périodes qui sont mentionnées. Donc, je peux vous les dire du 8 au 19 janvier 2024, du 26 janvier 2024 au 6 février 2024 et du 12 au 23 février 2024. Et également du 25 février au 10 mars 2024. Donc les dates peuvent être modulées, hein. Faut avoir. Pas de remarques, de compléments. Donc, c'était la délibération que j'avais évoquée en fin de conseil municipal la semaine dernière pour dire qu'il fallait absolument qu'on puisse se revoir pour que nos enfants puissent partir en classe de neige début janvier avec la création d'emplois qui est là, mais aussi leur rémunération. Et donc, je continue à laisser la parole à Madame Charlet. Enfin, on va quand même la voter. Qui est contre cette création? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Donc là, ça concerne la rémunération justement du personnel d'encadrement pour les classes découvertes. Donc vous avez le tableau à l'écran. Agnès, je vais vous donner les indices et les grades, mais bon, en fait, je veux dire, c'est du courant, donc c'est les grilles indiciaires en vigueur au 1er janvier 2024, bien entendu. Donc on aura la gratuité des repas pendant le séjour, qui correspond à un avantage en nature, qui est en vigueur au 1er janvier 2024. Donc c'est habituel, hein, donc pas de remarques particulières. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Toujours Madame Charlet, on reste sur le sujet des classes découvertes et de Malbus en général, puisqu'il y a aussi le centre social. Alors il y a le centre social, là, donc les périodes sont du 3 janvier 2024 au 20 janvier 2024, c'est 18 jours. Du 22 au 8, 18 jours. En fait, tous les séjours sont à 18 jours. Et vous voyez la grille, donc le départ à 8 heures, le retour 8 heures, soit 16 heures. Vous avez le détail, donc c'est 16 jours par 12 heures, 192 heures, 16 heures plus 192, ça fait 208 heures. Multiplié par 11,52 sur 18, ça fait un taux 133,12. Voilà. Et donc tous les taux sont détaillés séjour par séjour. Pareil, la gratuité des repas pendant le séjour, qui est considéré comme un avantage en nature, au taux en vigueur au 1er janvier 2024.
Pas de remarques. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc, c'est adopté à l'unanimité. J'en profite pour dire que cette formulation de la délibération change un petit peu par rapport aux autres années. Ça permet, comme c'est déjà arrivé dans certains cas où il faut finalement envoyer un personnel avec un jour de décalage, etc., d'être beaucoup plus autonome et pas de devoir reconvoquer le conseil municipal à chaque fois. Le calcul qui était fait régulièrement, notamment par Netsky, et comme ça, écrit noir sur blanc, et ça permet de retrouver le calcul. Ensuite, on va continuer avec une délibération, donc je vais peut-être la présenter, que M. de Gimont devait présenter également, sur le séjour sportif à Malbuisson. Donc c'est la participation des familles. Donc c'est pour l'année 2024. On fera un séjour sportif du 19 avril au 26 avril. Et c'était une belle opération financée en grande partie par l'État, qui n'a pas pu se faire faute de participants suffisants au mois d'avril l'année dernière, puis qui ne s'est pas fait pour qu'on puisse finir les travaux pendant les vacances de Toussaint au mois d'octobre, et que là, donc, on souhaite planifier pour cette période-là. Et j'en profite pour dire qu'en fait, une des raisons pour laquelle parfois ce genre de séjour ne fonctionnait pas, on n'arrivait pas à avoir assez de monde, c'est parce qu'elle est réservée à un public qu'on appelle en QPV, en quartier priorité de ville, et que normalement, 1er janvier, on va avoir un élargissement très fort des habitants qui sont dans ces quartiers, donc ça permettra d'avoir plus d'enfants qui pourront en bénéficier. Donc on devrait avoir moins le souci dorénavant. Sur le reste, c'est exactement la même formulation de délibération, donc on est sur des tarifs à partir de 50 € pour une semaine, qui reste à charge pour les familles. Tout le reste est payé par l'État et par la ville. Et pour les gens qui auront un quotient familial CAF plus important, on est à 80 €. Ça avait fait l'objet d'un consensus, d'ailleurs, ces tarifs à l'époque. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je redonne la parole à Mme Charlet pour la 17. Donc c'est du courant, c'est l'autorisation d'engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement avant le vote du budget 2024. Donc le montant autorisé est à 25% du rappel du budget de 2023. Donc ça permet d'autoriser Monsieur le maire engagé à liquider les dépenses d'investissement avant le budget. Voilà, donc c'est habituel aussi. Je me permets de compléter peut-être pour dire que ça permet en début d'année, tant que le budget n'est pas voté, effectivement, de toute façon, il ne sera évidemment pas voté avant fin mars, début avril cette année, et bien de pouvoir gérer les affaires courantes à la fois en fonctionnement, mais là, cette fois-ci, sur l'investissement, en se basant sur le quart de ce qui était prévu l'année dernière. Est-ce qu'il y a des remarques particulières? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Toujours Mme Charlet pour la suivante. Pour le CCAS. Alors, c'est une avance de la subvention du fonctionnement du CCAS. Donc c'est pareil, c'est du courant. Dans l'attente de l'élaboration du vote du budget 2024, le montant sera fixé en fonction de 25% du montant de l'année dernière, de l'année 2023, donc qui était de 255 000. Donc la subvention sera de 63 750. Donc là aussi, c'est habituel. Comme ça, pendant les semaines qui viennent, Monsieur le Président du CCAS que je suis, Madame la Vice-Présidente du CCAS, Madame Frasca qui était à mes côtés, et Madame la Vice-Présidente du délégué du CCAS, Madame Charlet qui était à mes côtés, mais qui était aussi adjointe aux finances, vont pouvoir faire en sorte que tout se passe dans la continuité pour le CCAS. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vous propose qu'on voit tout de suite ce que je vous proposais de rajouter à l'ordre du jour tout à l'heure, qui sont 2 délibérations en fin de compte. Je vais commencer dans l'ordre inverse de présentation, c'est de dire qu'on n'avait pas mis à l'ordre du jour l'avance de subvention de fonctionnement au centre social Henri Martel de ce conseil municipal de décembre, parce qu'on a des réunions de travail depuis cet été avec le centre social pour travailler, pour faire le bilan de ces 2 ans de la précédente convention, et on avait encore prévu de travailler en décembre, janvier sur le renouvellement pour 2024, 2025 et la suite. D'ailleurs, on avait une réunion planifiée, on l'a toujours, cet après-midi, avec la direction du centre social pour
pour travailler là-dessus. Donc, étant donné le contexte, pour ne pas poser de soucis d'anxiété et puis d'instrumentalisation, je vous propose qu'on rajoute cet avenant, cette délibération qui permet de faire la même chose que ce qu'on vient de faire pour le centre communal d'action sociale, mais cette fois-ci pour le centre social, de leur permettre de leur verser la subvention sur les 25% de l'année, enfin 25% de la subvention l'année dernière sur les 3 premiers mois de l'année, comme on le fait tous les ans, hein, et d'ajouter aussi de signer un avenant à la convention précédente, qui était la convention 2022-2023, pour 1 an de plus. Voilà, donc comme on l'avait fait d'ailleurs en 2021. Donc, pour cela, pour verser une avance de subvention, il faut une convention, hein, puisqu'on est à plus de 23 000 euros. Il n'y a que 2 associations qui sont concernées à Oisier, l'US Mineur et donc qui est sous convention, hein, qui n'est pas concerné par ça, puisqu'on a signé la convention plus tard. Donc en 2024, il n'y a pas de souci pour l'US Mineur. Mais pour le centre social, une première délibération, du coup, de partir sur cet avenant pour prolonger d'1 an. Donc s'il n'y a pas de remarque particulière, je propose qu'on passe au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient, qui est pour, donc c'est adopté à l'unanimité. Et puis la deuxième délibération, qui est l'avance de subvention de fonctionnement, 25%, du montant de 2023, donc, qui était de 488 650, donc ça fait un montant de 122 162,50 €. Donc je précise que ça a été mis sur table, voilà, ça n'était pas à l'ordre du jour initial, mais j'ai donné les explications avant du pourquoi. Qui est contre cette avance de subvention ? Qui s'abstient, qui est pour. Donc c'est adopté à l'unanimité du conseil municipal. Merci. Je redonne la parole à Madame Charlet pour la délibération numéro 19 dans l'ordre du jour initial. Alors, ça concerne la suppression du budget de la Régie des transports. Avant, je voulais faire un petit historique. Ce bus a été acheté en 2006, un achat d'occasion, amorti sur 10 ans. Avec de nouvelles réglementations, il a fallu faire pas mal de travaux, des ceintures de sécurité. Ensuite, il y a des dépenses d'entretien en cascade suite à la vétusté. Donc, problème de longeron, enfin, je vous en passe. En 2022, il y a une avarie très importante qui a conduit à l'arrêt définitif vu l'urgence pour nos enfants. Donc, on a dû passer par un prestataire, une location sans chauffeur à compter de novembre 2022 jusqu'en août 2023. Ensuite, on est repassé à un prestataire local qui a repris le transport des enfants. Alors, pour info, le compteur était à 550 000 km. Maintenant, je peux donner la parole à Monsieur Moreau qui peut compléter puisqu'il est plus à même à voir les problèmes. Oui, dès 2021, nous avions eu des gros soucis, comme vous le savez, avec le bus, puisque c'est pareil sur les réseaux. Un longeron était très endommagé, ce qui nous a coûté 18 000 €. Donc, le longeron, bien entendu, veut dire la sécurité du bus et de nos enfants. Il a failli être immobilisé sur l'autoroute. Par la suite, c'était en cascade. On n'a plus de climatisation, des problèmes de porte, des problèmes de frein. Et surtout, vers la fin, en 2022, on s'est retrouvé avec problème moteur, puisque différents voyants rouges. Et pour les conducteurs, vous savez que rouge veut dire problèmes qui sont rédhibitoires. Et nos chauffeurs nous ont avisé en 2022 que les vitesses ne passaient plus. Donc, une boîte de vitesse, ce n'est pas 1 000, 2 000, ni 5 000, ni 10 000 €, c'est beaucoup plus cher. Donc, ça faisait énormément de frais. Et il faut avouer, et comme le bus était 2010, vous vous rendez compte le nombre d'années, logiquement, le bus ne valait plus rien. Il fallait faire des travaux importants, sans compter également que le bus avait été accidenté à 2 reprises. Voilà. Donc, ça nécessitait la fin de ce bus. Je vais compléter en... Non, vas-y. Je vais à nouveau compléter avec d'autres éléments, parce que moi j'avais été alerté aussi personnellement le 14 octobre par un de nos chauffeurs de bus sur le fait qu'un voyant s'était allumé, c'est ce que vient de dire Monsieur Moreau, et que du coup ce chauffeur ne pouvait plus prendre la responsabilité de conduire les enfants avec un véhicule vétuste pour leur sécurité. Donc je l'avais reçu la veille, ce chauffeur, on avait parlé de sa carrière et il ne m'avait pas parlé de ce voyant. Donc bon.
Évidemment, on a stoppé net. Donc on a ensuite loué un bus pendant quelques mois, comme l'ont expliqué mes deux adjoints. Et on a eu de plus en plus de difficultés à assurer le service. Donc troll froissé à plusieurs reprises, problèmes mécaniques, application très stricte, et c'est normal, du Code du travail, obligeant par exemple sur une sortie d'une asso d'avoir 2 chauffeurs pour se relayer. Difficulté à remplacer parfois un chauffeur par un autre quand il était souffrant ou en délégation syndicale. Donc il y a l'aspect financier, mais il y avait un vrai sujet d'organisation. Donc depuis, on a trouvé une organisation satisfaisante avec le prestataire avec lequel nous avons un marché, sur lequel il y aura une renégociation dans les mois qui viennent. Et voilà, donc c'est aussi ça qui explique, et j'en profite pour indiquer que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, on n'a jamais depuis refusé une sortie scolaire, etc. Il y a parfois des projets pédagogiques qui sont vus avec les directeurs d'école et qui font que, voilà, notamment il y en a eu un très récemment sur une école avec Archeos, un projet d'écomobilité qui est travaillé depuis cet été. Et donc je m'inscris en faux quand on dit qu'on supprime le service du bus. Non, on n'a plus un bus municipal, effectivement, mais on assure toujours des navettes pour les enfants quand on en a besoin, que c'est sollicité. Bien sûr, il y a quelques optimisations avec les salles de sport qui sont plus proches, etc. On essaye de faire aller les enfants dans les écoles, dans des écoles vers les installations sportives les plus proches, mais il y a toujours un service qui existe. Et puis en plus le service le matin et les soirs de ramassage pour la garderie périscolaire qui fonctionne de mieux en mieux, qui permet de prendre les enfants de la marchette et puis de les déposer, de les récupérer aussi à la garderie et de les déposer dans les 2 groupes scolaires qui sont plus loin que celui de Gambetta du Clos. Voilà sur ce point-là. Et puis, Madame Charlet, vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je voulais rajouter quelque chose concernant la licence. La licence a bien été renouvelée le 15 décembre 2021 pour 5 ans, donc jusqu'au 14 décembre 2026, pour info. Voilà, c'est une démarche gratuite qui pourrait, le cas échéant, être renouvelée à la fin si les personnes le souhaitaient. Voilà. Préciser aussi que, parce que finalement c'est un sujet technique, cette suppression de la régie des transports, on en profite pour donner des explications sur le bus, mais ça permettra de simplifier aussi le budget, parce que c'était un travail pour le service financier supplémentaire d'avoir un budget annexe supplémentaire. Et puis, a priori, une régie des transports n'est pas nécessaire quand on ne fait pas payer chaque enfant qui prend le bus. Donc, ce qui n'est évidemment pas le cas, c'était totalement gratuit, y compris pour les associations, qui participaient aux frais, mais on ne faisait pas payer l'entrée en fonction du nombre de personnes dedans. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin du concept de régie. Et en fait, ça fait des années que la régie aurait pu ne plus être utilisée. Voilà sur ce point. Pas d'autres compléments, Monsieur Moreau, Madame Charlet, là-dessus Très bien. Alors, je vous propose de passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je redonne la parole à Madame Charlet. Il s'agit des admissions en non-valeur. Donc, ce sont des montants assez anciens. Il est demandé en conséquence d'admission en non-valeur dans les rôles suivants. Pour 2009, on avait 180 €, 2010, 195 €. Donc, il est demandé au conseil municipal d'accorder la décharge au comptable des sommes détaillées ci-avant. Voilà. Je vous précise que les crédits étaient inscrits en dépasse de budget de l'exercice en cours. Bon, c'est une formalité, on doit le passer, c'est une vieille dette qui ne sera jamais remboursée. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? C'est adopté à l'unanimité. Merci. Je donne la parole maintenant à M. Ferenz pour la délibération 21. Voilà, donc en fait, cette délibération concerne les fameuses primes de classement. Avant de rentrer un peu plus dans le détail, je tiens, Monsieur le maire, à préciser qu'il faut se féliciter de l'ensemble des associations sportives de la commune, même pour certaines d'entre elles qui sont en exergue, et je pense au Full Force, avec la 2e place au championnat du monde justement de Full Contact. Donc encore félicitations à Adil. Aussi, je tire mon chapeau à l'ensemble des associations parce qu'elles ont quand même connu, et ça, il faut le reconnaître, des situations difficiles après la Covid, avec des baisses d'effectifs, des baisses de bénévoles. Malgré ça, elles ont réussi à tenir la barre haute.
et à continuer malgré les difficultés. Et ça, je tire mon chapeau à toutes ces associations, et ça, il faut s'en féliciter. J'essaie aussi de les rencontrer pour apporter mon soutien moral et aussi faire le nécessaire pour qu'un maximum de bénévoles, et ça, c'est vrai aussi pour l'ensemble des associations, hein, il faut qu'on soit acteur à promouvoir justement à ce que chaque personne qui puisse donner de son temps le fasse dans les associations, et en particulier dans les associations de la commune. Voilà, c'était le petit mot que je voulais en entrée. Donc, on va passer, si vous voulez bien, un peu dans le détail. Félicitations à l'US Mineur qui nous a fait encore un très beau week-end avec l'ensemble de ses bénévoles. Donc, le montant qui lui est attribué est un montant qui s'élève à 4 440 €. Même s'il traverse des difficultés, je le dis et je le répète, c'est dans ces conditions-là que l'on voit la solidarité, et il faut qu'on puisse au maximum apporter notre soutien. Pour le WAB, encore félicitations, parce qu'il y a aussi un groupe de parents qui s'implique fortement. Je sais que ce n'était pas évident. Monsieur le maire, nous avons rencontré la présidente et nous avons essayé d'apporter notre soutien, ce qui n'était pas forcément évident suite à ces demandes, mais ça prouve que lorsqu'on persévère, on arrive aussi à attirer des personnes. Et je vois qu'il y a un très très bon groupe, très amical. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui est venue aussi se greffer une équipe féminine. Donc on ne peut que féliciter cette association. Idem pour le hand. Pardon, alors j'ai pas cité le montant, 975 € qui sera attribué pour le basket. Pour le handball, un montant de 1 410 €. Félicitations, puisque à force, ils sont très très forts pour faire des animations, et à ce titre-là, ça a payé. Ils ont réussi à avoir un groupe de jeunes qui est arrivé, et à leur demande, on a regardé pour trouver un créneau complémentaire pour qu'ils puissent faire participer ces jeunes. Ça a été fait, et je tiens à remercier aussi le tennis et justement le basket pour avoir pu coordonner la libération de ce créneau. Le judo, un montant de 130 €. Félicitations pour le champion régional, enfin les champions régionaux, pardon. Le tennis, pour un montant de 480 €. Félicitations, hein, parce qu'on a tendance à parler beaucoup des jeunes, mais il ne faut pas oublier aussi les anciens. Donc, encore félicitations à eux. La natation jeune, bon, pour un montant de 1 460 €. Alors, félicitations, puisqu'ils ont participé au championnat de France. Donc, je parle bien de UFOLEP. À ce titre-là, encore félicitations à eux, et je suis allé les voir une fois ou deux à l'extérieur, bien sûr. Et bonne ambiance, belle organisation et un bon groupe dans la région. Et pour terminer sur le full force, un montant de 1 050 €. Et je réitère encore une fois de plus mes félicitations à Adil pour cette formidable deuxième place au championnat du monde. Très bien, donc merci Sébastien, Monsieur Ferenz. Donc juste rappeler aussi peut-être que on applique la grille qui avait déjà été discutée en conseil municipal, qui date de 2019, qui s'applique avec une exception, comme on avait déjà pu le faire, mais sur le full force, puisqu'on n'avait pas prévu dans la grille de championnat du monde. Et donc on a appliqué, comme c'est indiqué en bas du tableau avec la note, spécifiquement sur cette ligne-là, puisque ce n'était pas dans la grille, un montant de 600 € pour la médaille d'argent sur un championnat mondial, puisqu'on était parti sur le fait que sur un sport individuel, donc en l'occurrence le tennis, le maximum c'était 510. On s'est dit, bon, sur un championnat du monde dans un autre sport individuel, la valeur de 600 € semble un minimum. Donc ça fait un total du coup de 9 945 € de primes de classement, ce qui était bien sûr au budget. On met à peu près 10 000 € au budget de primes de classement qui sont versées fin d'année, début d'année 2024. Pour maintenant, ça sera versé tout début 2024. Qui est contre ces primes de classement? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Merci. Alors on a une délibération ensuite de subventions exceptionnelles que je vous propose de
versé à l'association GSCF, Groupe Secours Catastrophe Français, qui est une association qui est un peu méconnue, mais qui travaille souvent avec les pompiers, pas seulement ceux de Douai-Oisier, mais en particulier sur Douai-Oisier. Ils ont de très bonnes relations. Et c'est l'occasion de montrer notre solidarité sur ce qui s'est passé dans le Pas-de-Calais sur les inondations. Il y a des assurances, il y a des dispositifs, il y a des financements qui vont devoir être trouvés. Le conseil municipal s'associe symboliquement par cette subvention de 2 000 € aux habitants de ces communes et aux élus de ces communes qui doivent avoir bien des difficultés à rebâtir tout ça. Et on le fait par le biais de cette association GSCF qui nous a sollicité et qui travaille régulièrement avec le capitaine des pompiers de Oisier-Douai, avec qui on a pu échanger sur ce qu'on pouvait faire pour donner un coup de main sur ce qui s'est passé. Qui est contre cette subvention? Qui s'abstient? Qui est pour? Donc c'est adopté à l'unanimité. Alors on a ensuite la présentation aux conseillers municipaux du RSU, rapport social unique. Effectivement, vu le format particulier, moi j'allais demander si les conseillers avaient des questions. Je vais quand même le poser. Est-ce que les conseillers municipaux ont des questions? Donc c'est un document, une synthèse d'une petite dizaine de pages qui a été effectué par notre service ressources humaines, qui a été présenté en comité social territorial le 7 novembre, qui a fait l'objet de quelques remarques pour lesquelles il y a eu des réponses. Enfin, c'est une réunion de CST qui a duré un certain temps. Voilà, vous avez à l'écran, et puis je pense que ce document sera mis en téléchargement avec l'ordre du jour et puis le procès verbal de cette séance, donc il pourra être consulté. Donc je ne vais pas en faire une présentation complète, simplement peut-être revenir sur quelques chiffres qui me semblent importants d'évoquer. Simplement sur le nombre de fonctionnaires qui sont passés par rapport au contractuel donc on parle bien de 2022, donc c'est l'année 2022 qui s'est terminée il y a presque un an maintenant. On est passé par rapport à 2021 de 84% de fonctionnaires à 90%, donc on utilise moins de contractuels. On a aussi peut-être dans les faits marquants 5 à 6 personnes en situation de handicap en 2021 référencées dans la commune. On est passé à 10 en 2022. Donc il y a un effort d'inclusion qui est fait. Et aussi simplement des fois de pédagogie pour que les personnes se déclarent, parce que parfois, on le sait, on en a déjà parlé, les personnes ne souhaitent pas déclarer leur handicap, mais c'est pas un tabou, il faut en parler. Et puis deux autres chiffres peut-être sur la formation. Alors bon, c'était le Covid en 2021, mais il n'y avait que 8,8% des agents qui avaient suivi une formation. On est passé à presque 30% en 2022, donc il y a sans doute encore des choses à faire, mais c'est une nette amélioration, un net retour à quelque chose de plus normal. Et puis pour parler du dialogue social, il y a quand même eu 7 réunions de CST, où ça s'appelait CTP à l'époque, sur l'année. Et puis à peu près la même chose à l'époque de CHSCT, donc la partie sécurité au travail du CST. Voilà, donc ce rapport, encore une fois, a été donné à tous les conseillers municipaux qui ont été convoqués au conseil municipal de jeudi dernier, et il sera disponible pour la population sur le site internet de la ville. Donc il n'y a pas de vote, mais je pense qu'on peut ici dire qu'on prend acte de la présentation en conseil municipal de ce rapport social unique. J'ai ensuite, alors la délibération 24, pareil, il n'y a pas de vote, c'est une information sur les marchés. Donc on a une commission d'appel d'offres le 14 août 2023 sur tout ce qui est exploitation des équipements, installation de chauffage, d'eau, gaz, chaude, sanitaire, de ventilation, climatisation. Et en fait, ce qu'il y a derrière, c'est surtout notre consommation de gaz et notre prestataire de gaz. Donc on a reçu 2 offres, celle d'Engie qui était notre fournisseur historique, et l'offre de TPF Utilities qui est notre nouveau fournisseur, puisque c'est eux qui ont emporté le marché sur la base des critères qui étaient une valeur technique et un prix des prestations. Donc sur ce genre de marché, j'en profite pour l'expliquer. Donc commission d'appel d'offres qui est paritaire, c'est-à-dire que il y a des élus de la majorité, de l'opposition à l'époque, des techniciens qui ont une voix consultative aussi, et donc on avait pris aussi un assistant à maîtrise d'œuvre
qui nous a aidés pour l'analyse des offres. Sur le prix du gaz, nos tarifs sont indexés sur le PEG, donc l'indice du gaz. Donc voilà, il n'y a pas de tarif fixe là-dessus, donc ça varie en fonction de l'actualité internationale. Donc on est plutôt sur une baisse ces derniers temps, mais il faut rester extrêmement vigilant sur le gaz. J'en profite pour vous dire que depuis, mais c'est arrivé entre la convocation du conseil municipal et le conseil municipal, puisque c'était le 12 décembre, nous avons eu une autre commission d'appel d'offres, cette fois-ci sur les marchés de l'électricité, pareil, en présence de l'opposition. Donc c'était le mardi 12 décembre, ça me paraît important de rappeler la date. Et nous avons appris l'excellente nouvelle que les tarifs de l'électricité en 2024 pour la commune de Oisier vont être divisés par 3. Donc ça va être c'est vraiment une très bonne nouvelle. Donc on va passer d'en gros 360 000 euros d'électricité par an à 120 000 à consommation équivalente. Donc c'est un gain important et donc je pense que c'est important de le rappeler. Et du coup j'en profite pour indiquer, puisqu'on avait discuté de ça en bureau municipal, que les efforts consentis par chacun, par les habitants, par les associations, on les remercie. C'est pas forcément marrant. On avait pris la décision au début d'automne, pendant l'automne et au début de l'hiver 2022, de débrancher un lampadaire sur 2 notamment. Et bien là, avec une telle baisse, puisque l'éclairage public représente un tiers, voire la moitié de la facture d'électricité, on va pouvoir se permettre de rallumer l'éclairage public sur toute la ville. Et puis on va continuer bien sûr à déployer des équipements lumineux basse consommation LED, sachant qu'il y en a eu beaucoup qui ont été faits en 2023 avec l'effort du prestataire. Il y en a encore une 50aine de points lumineux en 2024 qui doivent être changés. Et puis on va retravailler pour le budget. Je pense que ça c'est une évidence. Il faudra travailler sur les budgets suivants pour continuer à renouveler l'équipement, sachant que là les éléments les plus consommateurs d'énergie ont été utilisés. Et du coup, ça sera l'occasion aussi de voir avec les associations, avec le personnel sur les salles, les locations de salles, les efforts qui ont été faits, qui sont plus liés au gaz. Donc on va voir en fonction de l'évolution du gaz ce qu'on peut faire là-dessus. Mais pareil, il y a des discussions qui avaient été engagées avec les représentants du personnel, notamment sur le sujet des salles qui étaient mises à disposition. Donc on continuera le dialogue là-dessus. Donc pareil, pas de vote là-dessus, c'est un retour qui est fait à ce conseil municipal. J'enchaîne avec la délibération suivante, donc la 25 dans l'ordre du jour initial, sur l'attribution du marché de travaux et de réaménagement des abords de la mairie de la place Bordeux. Nous n'avons reçu qu'une seule offre. Donc c'est une commission pour laquelle on s'est réunis à 2 reprises, il me semble, au mois d'octobre, septembre, puis octobre ou début novembre. La date de dépôt des offres était au 8 septembre. Et donc il y a eu 14 retraits de dossiers de consultation des entreprises. Et en fait, une offre a été reçue et on a pu rentrer en phase de négociation, puisque je le dis également, je le rappelle ici, j'ai déjà pu le dire, mais que ce soit consigné, que j'avais conditionné le fait de lancer ces travaux à 2 choses, qui étaient le fait qu'on puisse rester dans le budget, c'est-à-dire on avait fait une demande de subvention au département dans le cadre d'un PTS, projet de territoire structurant. Donc on avait eu un accord cet été pour une subvention de 200 000 euros, mais il fallait que le montant des travaux soit juste supérieur à 500 000 euros. Et donc on avait fait dans la consultation, on avait budgété à 515 000. On a eu une première offre où on était à plus de 600 000. Donc on a renégocié, on a revu comment découper les travaux, revu quelques matériaux et puis quelques aménagements pour arriver à cette enveloppe. Et puis c'était aussi par rapport aux finances de 2023, même si ce n'est pas le sujet ici, mais ça permettait d'avoir un petit peu de répondant au niveau recettes. On a eu la confirmation depuis, ça a été évoqué en conseil municipal, qu'on touchait le filet de sécurité pour compenser la hausse des tarifs du gaz et de l'électricité en 2022. Et donc on a bien su le 15 octobre qu'on touchait de ce filet de sécurité. Donc ça nous a rassurés pour pouvoir lancer ces travaux de réaménagement des abords de la mairie de la place Bordeux. Et j'en profite pour dire que là-dessus, nous avons d'excellentes discussions avec le président du département, que tout le monde connaît, Christian Poiret, qui est aussi président d'Ouésie-Aglo, avec les services des techniciens du département, sur une réflexion sur les départementales de la commune et sur encore peut-être aller plus loin sur ce projet à court ou moyen terme qui sera structurant pour le centre-ville, j'en suis persuadé.
Voilà, c'est à nouveau une information, donc pas de vote là-dessus. Et tout comme les délibérations suivantes, enfin la délibération suivante, ce sont les décisions prises par Madame la première adjointe ou moi-même dans l'exercice des fonctions selon l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc il y a quelques décisions qui ont été prises, donc 1435 € avec le bureau Veritas pour les installations électriques, etc. À Malbuisson. Idem, mais cette fois-ci pour le gaz avec Veritas également pour un montant de 330 € TTC. Ensuite, c'était comme on l'a déjà passé les précédentes fois, hein, c'est des renouvellements. Donc cette fois-ci avec Erima sur une partie du dispositif de vidéoprotection qui est en place à l'église Notre-Dame des Mineurs. Ensuite, la maintenance des installations Siemens, tout ce qui est en fait sécurité incendie, etc., notamment dans l'hôtel de ville, où ils font régulièrement des essais, ils vérifient que le matériel est conforme. Donc là, pour un total de 8 323 € TTC. Et puis la décision suivante, c'est la 59, c'est sur le colis de Noël qui a été distribué donc au mois de novembre et début décembre. Et c'est Leclerc Drive qui avait emporté ce marché à 29,72 € le colis. Oui, Madame Dehan. Je tiens à apporter une petite précision en ce qui concerne la distribution des colis. Donc j'ai adressé un mail aux conseillers faisant partie de la commission Solidarité Aînée le samedi 25 novembre au matin. Premier jour de cette distribution, une fois que l'organisation était calée. Malheureusement, je n'ai eu aucun retour. J'ai terminé, Monsieur le maire. Très bien, merci Madame Dehan de cette précision. De toute façon, ça faisait partie des questions écrites, et c'était la première question écrite du groupe Agir pour Roisier, qui donnait l'impression qu'on ne les avait pas sollicités, ce qui n'est pas le cas, on les a sollicités. Je vais compléter du coup à répondre rapidement à quelques questions écrites qui ont été posées, soit par oral au dernier conseil municipal, soit par écrit pour le dernier conseil. Simplement, il y a eu des questions d'Agir pour Roisier sur la piscine d'Auby, où je ne vais pas reformuler exactement la question ici, mais c'était, vu les conditions financières intéressantes avec Douai-Saint-le-Noble, est-ce qu'il ne faut pas renégocier avec Auby? Bon, ça n'est pas l'ordre du jour, ça se passe très très bien avec Douai-Saint-le-Noble, donc ça fait quelques semaines que c'est en place, donc la discussion et la réflexion est en cours sur l'avenir, sur le sujet de la piscine, mais je ne vais pas y revenir une nouvelle fois ce soir. Il y avait également une demande d'avoir le bilan de Scolarest sur la restauration scolaire. Donc effectivement, dans le cahier des charges qu'on avait soumis l'été 2022, il y avait le fait qu'ils doivent nous produire un bilan. Donc on a vu avec le prestataire, ils avaient 3 mois pour le faire. Donc là, ils sont en retard de quelques jours, mais courant janvier, on aura un bilan et on l'exigera chaque année puisque ça fait partie du cahier des charges qui leur était imposé. Il y avait la question aussi d'une fuite sur l'espace culturel. Donc, c'était un vieux sujet et qui finalement, quand la question a été posée, on avait organisé une réunion avec Monsieur Moreau, avec le responsable des services techniques. J'étais allé sur place et éventuellement, je vais peut-être laisser Monsieur Moreau donner un complément d'information. Oui, alors qu'il y avait bien sûr cette fameuse fuite à l'espace culturel qui date il y a de très nombreuses années. Nous avons fait appel aussi à un prestataire qui est venu gratuitement, qui est monté sur cette fameuse plateforme et apparemment, et je répète, cette société n'a pas voulu se faire payer, c'était venu à titre gratuit à notre demande et apparemment pour l'instant, parce que c'est quand même différentes pluies, différentes années, et il n'y a plus de fuite. Donc maintenant nous allons doubler puisque nous allons reboucher et faire en sorte que enfin cette entrée soit propre, mais on va doubler également par un système de sécurité, ce qui fait que si ça se renouvellerait par la suite, nous aurons quand même un gage où il n'y aura plus de fuite du tout et qu'on aurait une très belle entrée dans l'espace culturel. Voilà. Merci, Monsieur Moreau.
Nous avions ensuite une question sur les paniers solidaires, donc ça date un petit peu, mais très simplement, en fait, effectivement, le département avait organisé la mise en place de paniers solidaires. Et donc, en fait, on a été informé par nos conseillers départementaux, et en particulier Madame Josiane Bridou, sur le fait que c'était le Secours populaire de Oisier qui avait été choisi comme le prestataire qui allait s'occuper de cette distribution. Donc, nous avons pu obtenir 90 paniers inflation sur la commune qui ont été donnés au Secours populaire, qui comptait 72 bénéficiaires. Et donc nous avons informé les autres associations j'allais dire caritatives de la ville ou associations qui sont en contact avec des habitants qui auraient eu besoin de cela, pour les inviter à se rapprocher du Secours populaire, puisqu'il y avait 18 paniers qui étaient disponibles. Donc cette précision a été faite au CCAS, à la boutique solidaire Rêve d'enfants, à la boutique solidaire Amis qui se situe ici pas loin de la place, et au Resto du Cœur. Ils ont été informés tous les 4 de se rapprocher du Secours populaire pour pouvoir bénéficier de ce panier inflation qui a, je n'en doute pas, été intéressant pour les personnes qui ont pu en bénéficier. J'avais ensuite une question sur... on en vient aux questions écrites, pardon. Du coup, la première a été développée tout à l'heure par Madame Dehan. On en avait une également ensuite sur la charte de mise à disposition de la salle Coé pour une réception organisée par les associations qui prévoyaient une mise à disposition gratuite mais sans vaisselle. Donc le groupe rappelait qu'ils étaient contre cette décision, mais demandait d'expliquer pourquoi certaines associations ont eu droit à la mise à disposition gratuite de vaisselle et d'autres non. Donc là, alors j'ai les explications, je ne voudrais pas louper quelque chose. Voilà, effectivement, il y a une association qui nous avait envoyé en octobre une fiche événementielle de 2018 avec l'ancien logo, et sur cette fiche, il y avait encore la mise à disposition de vaisselle. Donc on avait informé les services de la ville, je parle, c'est des agents, des employés qui ont travaillé là-dessus, qu'en respect de la charte, on ne mettait pas à disposition des associations de la vaisselle, mais la fiche non modifiée a quand même été envoyée au service technique, et le service technique a procédé à la mise à disposition de l'ensemble du matériel demandé, plus la vaisselle. Donc le jour du rassemblement de cette association, la présidente de l'association s'en est rendue compte, elle a appelé, et donc là, il lui a été dit, je ne vais pas stigmatiser ou incriminer les personnes, il lui a été dit, tant que la vaisselle est là, vous pouvez vous en servir. Malheureusement, en plus, ça n'a pas été retiré quand l'autre association qui utilise régulièrement ce local est arrivée le lundi, ça n'avait pas été retiré. Donc là, il y a un souci d'organisation qui est avéré, sur lequel on travaille. Donc, mais il n'y a pas de favoritisme politique, pas de préférence particulière. C'est un incident, un problème de communication qui vient à la base de ce problème de fiche événementielle qui n'était pas la bonne. J'ai pris contact avec la présidente de l'association qui en était victime pour lui expliquer tout ça et lui présenter les excuses de la ville sur ce sujet-là. Ensuite, nous avions une question sur la prime pouvoir d'achat exceptionnelle qui a été... il y a eu un décret le 31 juillet, mais il y a eu un texte spécifique pour la fonction publique territoriale qui a été publié le 30 octobre avec les conditions de versement qui étaient indiquées. Donc la question est assez longue, elle est à l'écran. J'ai aussi été interpellé par les organisations syndicales de la ville là-dessus, c'est bien normal. J'ai pu y apporter une première réponse lors du comité social territorial du 7 novembre. Et j'ai moi-même, comme certains élus de l'arrondissement, notamment le maire de Loarde, interpellé le ministre de la transformation de la fonction publique pour lui dire que oui, c'est bien de faire une annonce comme ça facultative, mais c'est très compliqué après pour les communes de le mettre en place, et ça crée des problèmes d'égalité entre les agents d'une ville, d'une autre, etc. Donc j'espère avoir une réponse là-dessus, mais j'ai moi-même donc interpellé le ministre, sachant qu'on travaille sur les problématiques de pouvoir d'achat, on travaille sur la prime, sur le chèque vacances qu'on a mis en place l'année dernière pour compenser par rapport aux 1607 heures. On avait encore il y a quelques jours une discussion avec l'amicale du personnel pour travailler là-dessus, donc on est sensible. Mais aujourd'hui, effectivement, j'ai la même position que l'élu que je viens de citer notamment. Et ensuite, est-ce que les caméras détruites par suite des incidents survenus lors de la mort de Naël ont été réparées? Alors, pas encore, mais on a reçu la notification le 12 décembre, comme quoi on avait une notification du FIPD, un fonds intergouvernemental de prévention de la délinquance, et
du coup, on avait fait une demande pour renouveler parce qu'on est en dessous des seuils par rapport à l'assurance. Et donc, on a eu l'accord d'une subvention de 80% du remplacement de ces caméras. Et donc, ça sera une subvention de 7 257 €. Donc, le changement sera fait prochainement. Et puis, il y avait une question à la fin qui était: quelle décision avez-vous prise pour le remplacement du bus municipal? Mais je pense qu'on l'a suffisamment évoqué tout à l'heure, donc j'y ai répondu. Voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions de ce conseil municipal qui était le dernier de l'année. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Je remercie encore aussi les élus pour l'excellent week-end qu'ils nous ont fait passer pour l'organisation des festivités du marché de Noël. Et je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt.